Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors pour démarrer cette semaine de septembre, alors aujourd'hui on est le 14 logiquement, je pense que c'est ça, oui, moi non, puisque j'enregistre un jour avant, mais vous c'est le 14, et on va parler de divers sujets, on va parler de manger mieux par une nouvelle loi qui vient de passer, on va parler de zinc. Alors vous avez dû voir qu'il y a de plus en plus d'articles sur le zinc, donc le zinc c'est certain, il y a dû y avoir en fait une donnée ou une recherche, etc. Donc le zinc est fortement mis en avant actuellement pour l'immunité, etc. Et on va parler également de qu'est-ce que j'avais récupéré aussi. Ah oui, on va parler du Mac Plant. Le Mac Plant, en fait, c'est le McDo en fait, le McDo, mais avec le steak à base de plantes. Et on parlera, alors le cœur du podcast, ce sera une question d'auditeur qui me parle justement de régime et de TCA. Est-ce qu'il y a compatibilité? Oui, non, comment on peut faire, etc. Donc on va développer ça dans le cœur du podcast, donc ça sera vers la fin. Et donc voilà, bon. Ce week-end, moi j'ai sorti sur le site, pour ceux qui ont pu voir, ils vont rien apprendre, mais ceux qui n'ont pas pu voir, sachez que j'ai sorti un contenu sur le cardio HIIT, donc haute intensité, où à l'intérieur il y a divers petits plans, etc. Mais surtout, je donne quelques données nouvelles par rapport aux études, à la revue de presse d'études scientifiques que j'ai pu voir, donc les plus récentes. C'est toujours ça l'idée. Je vais pas redire ce que j'ai dit dans les précédents contenus sur le HIIT. Le but c'est de vous apporter de la nouveauté, des choses que vous aurez pas vues ailleurs, mais aussi important de vous proposer 3 plans différents, donc 3 petits protocoles pour pouvoir le faire à la maison. Oui, parce que justement l'anecdote que j'avais, c'est que hier on est allé se promener au bord de la mer avec des amis, et un ami avec qui je discutais me disait que le sport, ça commence à sortir un petit peu de sa routine à cause des salles de sport, En fait, il y a un désir d'aller à la salle qui est moins important qu'avant, et pour lui. Et donc, du coup, par rapport aux restrictions, par rapport au climat, par rapport à voilà. Et du coup, il me disait que de plus en plus, il est attiré vers les parcours de santé, vers l'entraînement à la maison, etc. Et il y a un changement qui est en train de se créer, je pense, chez pas mal de personnes. On parlait je crois que c'était dans le dernier podcast ou celui d'avant, où on parlait des taux de fréquentation des salles de sport. Et c'est vrai que, effectivement, les salles de sport, elles ont subi quand même un certain crash par rapport à la période Covid, plus maintenant avec les restrictions, les passes pour rentrer, etc. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui, durant les confinements, ont vu qu'ils pouvaient s'entraîner quand même intensément à la maison, ou sur des parcours de santé, ou peu importe. Et donc il y a toute une tranche de la population comme ça qui s'est dit finalement, au lieu de balancer entre 19 et 50 balles par mois dans un abonnement, est-ce que je peux pas faire un petit peu chez moi? Alors il y avait des personnes qui avaient déjà de l'équipement, donc ils ont pu bricoler un petit peu à la maison sans investir, et il y a ceux qui avaient rien, qui se sont dit finalement sur le bon coin. D'ailleurs, il y a quelque chose, vous oubliez, mais alors je vais regarder si c'est toujours d'actualité, mais je vais regarder en même temps que je vous parle, parce que pour trouver de l'équipement, il y a diverses, on peut aller sur eBay, on peut aller sur le Bon Coin. Et moi, il y a quelque chose, les gens n'y pensent pas, mais c'est vrai que ça marche bien, et c'est assez facile pour expédier, pour recevoir. C'est Vinted. Alors, vous allez me dire, il fait de la pub. Non, je fais pas de la pub, ils ont pas besoin de moi, mais sur Vinted, vous avez des tas de choses. Moi, de plus en plus, moi, j'achète d'occasion les choses, peu importe le domaine, j'essaie de trouver d'occasion.
Bah voilà, c'est ma petite démarche écologique. Au lieu d'acheter du neuf, j'achète d'occasion. Mais c'est surtout que le neuf, ça coûte cher. Et ça perd. À peine on a acheté le truc, on l'a déballé, il a perdu de l'argent. C'est, enfin, de sa valeur. C'est comme les voitures. Enfin bon, voilà, moi une voiture neuve, c'est pas du tout. Je préfère acheter une voiture plus vieille. En fait, moi, je me dis toujours une chose. Je me dis, vous savez, quand, alors là, ça parlera peut-être plus aux mecs, mais quand vous avez une revue ou vous regardez une vidéo de quelqu'un qui a une voiture neuve et tout ça, un nouveau modèle qui est hyper désirable, ben finalement vous attendez une petite dizaine d'années et ce modèle-là, il coûte pas très cher, quoi. Moi, mais j'ai deux véhicules. J'ai un véhicule qui a à peu près 25 ans et l'autre qui a 9 ou bientôt 10 ans. Là. L'année prochaine, il a 10 ans. Pourtant, ce sont deux modèles qui sont relativement... bon, voilà, c'est pas des voitures de fou, mais ce sont des voitures qui, quand elles sont sorties, coûtaient assez cher et la qualité n'a pas baissé, en fait. Et c'est un petit peu pareil avec tout ce que vous achetez d'occasion. L'occasion permet d'acheter des choses de grande qualité à moindre coût finalement, et puis en plus vous avez une valeur de revente en général, surtout sur des équipements de muscu. Des équipements de muscu, vous l'achetez à un prix aujourd'hui, si vous voulez le revendre dans 3-4 mois, il y a pas vraiment de cote en fait. L'équipement de muscu, c'est quand vous l'achetez plein pot neuf, il coûte cher, mais quand vous le revendez, le prix après est le même si vous le revendez 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, parce que globalement, sauf si vous le revendez 20 ans après, mais globalement, une barre, des poids, des choses comme ça, si vous voulez changer, moi je trouve que c'est au niveau de la cote de l'occasion, la muscu c'est plutôt pas mal, quoi. Donc bon, bref, oui, sur Vinted, il y en a. Donc vous tapez musculation, par exemple, là, il y a un gilet lesté à 35 €. Il y a un banc à 35 € aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde, il y a des poignées pour les pompes, il y a des gants. Il y a le guide des mouvements de musculation à 12 €. Il y a des élastiques, il y a une corde à sauter. Il y a des haltères. Là, vous voyez, par exemple, des haltères, il y a un jeu d'haltères à 10 balles. Il y a quelqu'un qui vend tout un set banc plus tapis plus barre plus haltère 110 €. Bon, vous avez quand même des offres, et l'avantage avec Vinted, c'est que l'expédition, enfin voilà, vous payez, tout est fait en ligne et tout. Moi, j'aime bien, je me sers beaucoup de Vinted pour les fringues, parce que je fonctionne aussi comme ça pour les fringues, les vestes, alors pas les t-shirts et tout, parce que bon, j'aime pas trop porter un t-shirt que quelqu'un a déjà porté, mais par exemple pour les vestes, moi j'aime bien vous savez, les petites vestes en jean Levi's là. Les classiques, hein, les tuckers ou truckers, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, moi quand il y a une coloris qui m'a un peu gonflé, je la revends. Et puis je m'en rachète une avec l'argent que j'ai récupéré, je m'en rachète une autre d'une autre couleur d'occasion, quoi. Bon voilà, et là vous avez par exemple des ceintures également. Je regarde un petit peu, je navigue en même temps que je discute avec vous. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Il y a une barre Z, il y a pas mal de bouquins aussi, hein. Les bouquins sur la muscu, vous les retrouvez beaucoup là sur Vinted. Rouleau d'automassage. Bon bref, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a, mais il y a pas mal de choses. Donc voilà un petit peu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, beaucoup de personnes, vous êtes beaucoup à avoir des résistances pour vous entraîner, des frictions pour vous entraîner à la maison. Une fois que vous avez l'équipement, honnêtement, moi j'en parlais d'ailleurs, je reviens sur l'anecdote avec mon ami là, mais c'est vrai que je lui disais, tu sais, depuis que je m'entraîne à la maison, alors moi ça fait 2 ans, hein, un peu plus de 2 ans maintenant, puisque j'avais commencé au mois d'août il y a 2 ans, donc ça fait un tout petit peu plus de 2 ans, 2 ans et 1 mois que je m'entraîne à la maison, donc avant le Covid, hein, moi j'avais démarré, et je lui dis, moi le plus gros bilan que je peux faire par rapport à la plus grosse variable en fait qu'il y a entre l'entraînement en salle et l'entraînement à la maison, c'est que l'entraînement en salle, bien que je sois quelqu'un d'hyper discipliné et assidu, il y avait toujours, peut-être une fois par mois ou quoi, où j'avais une séance qui sautait. Parce que temps de trajet plus temps d'entraînement, finalement, il me restait plus que 15 minutes pour m'entraîner, quoi. Par rapport aux aléas de la journée. Et c'était rare. Et finalement, quand il se passait ce genre de choses, j'étais hyper frustré parce que je me disais, je me suis raté sur l'organisation, j'ai pas pu faire ma séance à cause du manque de temps. Un cas classique, hein, vous êtes invité à manger à telle heure, vous devez être à 19h, vous êtes en train de bosser parce que moi je bosse comme tout le monde, hein, et à 18h vous voyez pas que le temps passe, vous êtes dans votre projet, dans votre travail, et mince, vous avez plus le temps d'aller à la salle puisque vous êtes attendu vers 19-20h.
Et ben, c'est vrai que quand on s'entraîne à la maison, moi, le plus gros bilan que j'ai pu faire par rapport à ça, c'est ce que je lui disais. Je lui dis finalement, je ne rate plus aucune séance. C'est-à-dire que je m'entraîne tout le temps. En 2 ans, j'ai dû rater 2 séances programmées. Je dis, j'ai dû rater peut-être 2-3 séances maximum. C'est vraiment, c'est minime, quoi. Et donc du coup, en fait, je ne rate plus de séances pour les mauvaises raisons. Rater une séance parce que vous êtes épuisé, complètement rincé, vous êtes le système nerveux complètement à plat, c'est une chose. Mais rater une séance parce que votre emploi du temps il coïncide pas avec la séance de sport, là par contre c'est dommage parce qu'en fait on passe à côté de progression, d'entraînement, peu importe. Et donc du coup l'entraînement à la maison permet ça. C'est pour ça que j'ai pu produire aussi énormément de contenu. Pour ceux qui ont pu voir, là, j'ai sorti le programme 30 minutes et tout. Pas des programmes 30 minutes, vous savez, où on vous dit de faire n'importe quoi. Non, là, l'idée, moi, derrière ça, c'est des méthodes que j'utilise. Et une fois que je les utilise depuis un certain temps, à partir du moment où je les utilise depuis un certain temps et que je vois que ça donne des avantages, des inconvénients, tout ça, j'essaye de vous faire une liste de points positifs, points négatifs, pour qui ça s'adapte, etc. En fait, c'est toujours pareil, c'est de la nuance au fur et à mesure des contenus que je produis. Certains, des fois, ils vont dire ils comprennent pas, est-ce qu'il faut plutôt faire tel ou tel programme, parce que les deux leur paraissent séduisants. Et en fait, il faut réussir à voir la nuance que je mets à chaque fois. C'est toujours une réponse par rapport à une situation. Et c'est ça l'idée de l'espace VIP sur mon site. C'est d'avoir le maximum de réponses par rapport au style de vie de chacun. De ne pas rester, par exemple, si quelqu'un vous dit pour progresser, c'est 5 séances par semaine, de moyenne en moyenne de 1 heure, entre 45 minutes et 1h15, tu dois manger à telle heure, donc un format fixe comme ça. Et évidemment, ça a peu de chances de coller avec le style de vie universel. Donc déjà, ce serait en partant de l'idée qu'il y aurait un style de vie universel, alors que ça n'est pas le cas. Dans ceux qui m'écoutent, il y en a qui travaillent de jour, d'autres de nuit, d'autres du matin, d'autres d'après-midi, d'autres qui sont au chômage, d'autres qui sont au foyer, mère au foyer, père au foyer, peu importe. Et donc du coup, si on n'a pas de nuance dans les solutions, il y a toute une tranche de la population qui pense qu'il ne pourrait pas progresser. Et l'idée de l'espace VIP, c'est qu'à chaque cas de figure, il y a une solution. Donc là, la solution de la semaine que je propose, c'est justement ce fameux cardio HIIT que vous pouvez faire en salle, à l'extérieur, en home gym, peu importe, mais d'avoir des protocoles à suivre. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir le lien dans les notes là du podcast. Vous cliquez. Alors j'ai mis un titre rapide. Regardez dans les notes. Alors si vous êtes sur YouTube, les notes, c'est un lien qui vous amène sur la page du podcast. Et une fois que vous êtes sur la page du podcast, sous le petit lecteur, je vous liste déjà toutes les références du podcast, plus les liens. Et je crois que je l'ai appelé de mémoire, c'est HIIT contre BID, et vous avez le petit lien et vous pouvez y accéder. Bon, allez, on démarre. On a déjà démarré, mais l'introduction était un petit peu longue. Alors, on va manger mieux. Non, c'est on va manger mieux. Voilà, point d'interrogation. Parmi les dizaines, alors c'est un article, je sais plus, du Monde ou quelque chose comme ça. Donc parmi les dizaines d'amendements de compromis votés lors de ces 2 jours d'examen, le numéro 27, adopté par 108 voix pour, donc ils sont pour, 17 contre et 3 abstentions, prévoit de donner plus de flexibilité aux États membres pour différencier les taux de TVA, donc taxe sur la valeur ajoutée, sur les produits alimentaires en fonction de leurs impacts sur la santé et l'environnement. Donc en gros, ils se sont dit, bon, on va regarder un petit peu ce qu'ils proposent et on va leur demander plus ou moins d'argent en fonction des aliments, s'ils sont pénalisants pour l'environnement et pour la santé ou non. Dans le détail, les députés de ces 2 commissions proposent qu'il soit possible d'appliquer une TVA à 0% sur les fruits et légumes. Donc c'est plutôt une victoire. Pour ceux qui vont produire des fruits et légumes, TVA à 0%, c'est quand même cool, quoi. Donc ça, je trouve ça très bien. Et d'appliquer le taux de TVA maximal sur des aliments à l'impact carbone plus important, comme la viande ou les produits laitiers, et moins favorables pour la santé, comme les boissons sucrées. Donc là, je trouve que c'est intéressant, sauf que, je trouve pas ça intéressant de mettre la viande
au même rang que les produits laitiers et que les boissons sucrées. D'appliquer un taux de TVA maximal, comme il dit, sur des aliments à l'impact carbone plus important, comme la viande, boissons sucrées, produits laitiers, il me semble assez... il me semblerait assez cohérent de pousser un petit peu plus, d'affiner un petit peu plus le viseur que de juste pointer la viande. Dans l'idée, moi je trouve que l'idée serait plus intéressante de se dire une TVA maximale sur de la viande transformée, sur la viande préparée. Donc globalement, sur des personnes, des industriels qui vont chercher de la viande loin pour l'avoir pas chère et de mauvaise qualité, donc qui vont encourager une production de cette viande, l'élevage et tout de mauvaise qualité, et qui ne respecteraient pas l'animal, etc., etc. Donc ces gens-là, ceux qui choisissent ce type de viande et qu'après, qui vont les combiner à toute une liste longue comme le bras d'ingrédients pour la rendre plus belle, d'avoir un meilleur goût, avoir une meilleure tenue dans le temps et tout ça, de plutôt les pointer eux dans le viseur plutôt que le boucher du coin ou je sais pas quoi. Enfin, il faudrait créer de la nuance là-dedans. Globalement, pour les boissons sucrées, je pense pas qu'il y ait besoin de mettre de viseur. Globalement, on peut se dire qu'on parte du Red Bull en passant par Fanta et en passant par le Sprite, etc. Eux, je pense qu'effectivement, ils peuvent se permettre, vu le fric qu'ils ont, etc., de se faire un peu plus taxer parce que ils sont quand même aussi, ils ont une part de responsabilité qui n'est pas. Quand les gens disent c'est de leur faute, moi je suis pas d'accord. Eux, ils proposent un produit. Vous savez, si le marketing avait réussi à marketer au quotidien de consommer, par exemple, du foie gras, peut-être qu'on mangerait du foie gras tous les jours. Eux, ils ont réussi à proposer les boissons sucrées tous les jours par je sais pas quel canal marketing ou quelle stratégie marketing. Et aujourd'hui, on voit bien que voilà, c'est entré. Mais si enlever tout le marketing, enlever toutes les habitudes, globalement, si vous commencez à percevoir les boissons sucrées comme un dessert, comme un équivalent de dessert, c'est-à-dire que quelque chose qu'on consomme ponctuellement et souvent lors de moments de fête et tout, eh ben peut-être que vous replacez un petit peu les boissons sucrées là où elles devraient être. Mais bon, bref. Et les produits laitiers, là, je pense que les produits laitiers vont un peu râler parce que c'est quand même une industrie qui pèse lourd. Mais quand je vous dis lourd, c'est lourd, hein. Même si c'est de l'aliment, même si c'est joli, c'est liquide, Là, la taxe va être relativement élevée. Donc, il y a cette idée de ne pas taxer les fruits et légumes. Alors ça, je trouve que heureusement qu'ils ont voté pour. Je vois pas pourquoi ils auraient voté contre. Mais pour ce qui est toute la tranche des aliments à impact carbone plus important, je pense, et j'en sais rien, en fait, je suis pas un expert en politique de ce côté-là, mais globalement, si les gens, en fait, il y a l'offre et la demande. C'est-à-dire que les produits à base de viande transformée, il faut dire ce qui est, c'est moins cher qu'un bon beefsteak. Donc, si on crée un écart de prix entre la viande brute, donc de bonne qualité, et qui est toujours de meilleure qualité que la transformée, et la transformée, si la viande transformée devient plus chère que la viande brute, c'est quand même quelque chose de pas trop mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est pas trop mal. Et globalement, dites-vous bien une chose, c'est que quand on dit on mange trop de viande, la viande n'est pas quelque chose dans les goûts des gens qui est désiré universellement. Prenez un bon morceau de viande rouge saignante, vous connaissez tous des personnes autour de vous qui diront moi saignant je peux pas. Alors que le steak haché est un peu trop cuit, ils vont en manger. Donc c'est ce genre de viande qu'il faut essayer de mettre dans le viseur plutôt que la viande de bonne qualité, puisque naturellement, certaines personnes ne se tournent pas vers la viande brute. Un blanc de poulet comme ça, une escalope de poulet, ça fait rêver assez peu de personnes, hein. Nous, dans le monde de la muscu, on a l'habitude et tout, mais globalement, c'est assez rare. Ou alors, ça va être une escalope à la crème avec des champignons, des choses comme ça. Mais globalement, ce genre d'aliment n'est pas fortement présent dans l'assiette des gens. Donc, par un effet naturel, de faire monter les produits transformés, ça aiderait certainement l'environnement, ça reste à démontrer, mais en tout cas la santé, ça c'est sûr. Si on aidait à, en fait, moi c'est le problème. Hein, à chaque fois que j'en parle autour de moi, je dis la même chose. Je dis moi le gros problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui manger mal de mauvaise qualité coûte
beaucoup moins cher que de manger bien. Donc encore, ce serait plus cher. Donc ce serait les plaisirs gustatifs seraient réservés à une élite qui aurait les moyens et tout. Pourquoi pas? On se dirait bon ben voilà. Mais là, le problème c'est que c'est devenu accessible à tous. Donc accessible à tous et surtout à ceux qui en ont le moins d'argent. Et ça devient même un choix par défaut pour que le montant du caddie ne s'élève pas trop haut, quoi. Donc voilà, vous avez la petite source pour aller regarder ça, lire l'article en entier, mais on va passer à la suite. Donc c'est un article de la nutrition.fr qui dit où trouver du zinc. Donc ils font une petite synthèse pour dire ce que c'est. Donc le zinc est un minéral qui intervient dans plus de 200 réactions enzymatiques, synthèse de l'ADN et de l'ARN, régulation de l'expression des gènes, rôle important pour l'immunité. Puissant antioxydant, il intervient dans l'activité d'une enzyme très importante dans la lutte contre le vieillissement et les maladies liées à l'âge, donc la superoxyde dismutase ou SOD. Donc la SOD neutralise un des radicaux libres toxiques, le superoxyde, qui est généré par les processus physiologiques normaux. Donc ça veut dire quoi les processus physiologiques normaux? C'est votre dégradation naturelle en fait. Quand vous faites du sport, même quand vous vivez tout simplement, vous respirez, peu importe, vous digérez et tout ça. S'il n'est pas neutralisé, le superoxyde peut conduire à un stress oxydant susceptible d'endommager cellules et tissus, d'où le rôle essentiel du zinc. Voilà. Donc en fait, après sur leur article, ils donnent une petite liste où je pense qu'ils ont essayé d'être un peu plus novateurs que les gens en général qui publient sur ce genre de sujet. Et ils disent en number one, par exemple, numéro 1, où trouver du zinc dans l'alimentation. Donc ça va être les huîtres avec 39,30 mg par 100 grammes. Ensuite, vous avez le germe de blé grillé. Le germe de blé, comme ils disent, une bonne source de zinc avec 16,7 mg pour 100 grammes. Vous avez également le foie de veau. Le foie de veau, bonne source de zinc, 12,02 mg pour 100 grammes. Alors faites attention au foie. En général, le foie c'est assez riche en micronutriments, etc. Mais n'oubliez pas le rôle du foie dans un corps. Quel est le rôle du foie dans un corps? Il y a quand même un rôle de filtre. Donc peut-être que c'est minime, mais on a quand même certainement certaines toxines, qui peuvent rester présentes. On sait pas trop. Enfin, si on le sait en plus, mais voilà, le foie, c'est pas quelque chose que moi, c'est plutôt quelque chose de ponctuel dans la semaine, plutôt que régulier, comme par exemple tous les midis je mange du foie ou quoi. Moi, ça va plutôt être ponctuel. Parce que c'est quand même un aliment assez dense en termes de composition nutritionnelle, mais il faut pas oublier son rôle de filtre au sein de l'organisme. Donc voilà. Donc numéro 4, les morceaux de bœuf braisés. Alors je sais pas pourquoi braisés, mais le morceau de bœuf à ragoût contiennent 9,25 mg de zinc pour 100 grammes. Ouais, globalement, si vous faites du pot-au-feu, des choses comme ça, l'apport en zinc est relativement intéressant. Donc eux, ils disent ragoût, pot-au-feu, bœuf en daube, etc. Après, vous avez les shiitake séchés, donc champignons japonais, avec 7,66 mg de zinc au 100 grammes. En numéro 6, vous avez les graines de courge rôties. Donc là, c'est 7,64 mg de zinc pour 100 grammes. Et ils disent grillé au four, à la poêle, en apéritif ou encore dans une salade composée. Numéro 7, le crabe. J'adore le... Est-ce que vous avez des souvenirs? Alors, je sais pas si vous en mangez encore régulièrement, mais moi, j'ai des souvenirs de crabe, de manger du crabe. D'ailleurs, je me rappelle voir mon père les mettre vivants dans l'eau bouillante. Je me disais, mais c'est sauvage, c'est dégueulasse, les pauvres. Mais bon, visiblement, c'est comme ça. Et oui, c'est comme ça. Donc, quand on l'a dans l'assiette, vous savez, avec le petit marteau ou la pince, là, la pince à noix, où on se sert aussi pour le... Alors, je sais pas si à la base, c'est des pinces pour les crabes, vous savez, ces pinces en métal là, ou des pinces pour les noix, ou alors si c'est hybride, ça marche pour les deux. Moi, je les utilisais pour les deux, avec le petit marteau là, la petite masse. Et ça, avec une petune mayonnaise maison ou un petit aioli fait maison, avec des bonnes huiles de qualité et tout, pas besoin de manger de glucides avec ça. Vous pouvez vous faire un bon repas crabe avec une bonne salade à côté, une petite mayo. Alors la mayo, c'est pas très diète, vous allez me dire, mais si vous faites une bonne mayo comme j'ai fait sur mon site avec des bons ingrédients, vous restez pas loin des calories, mais vous restez loin des huiles de mauvaise qualité, quoi. Donc voilà, donc le crabe, 7,62 mg de zinc au 100 grammes. Vous avez la langouste, donc là c'est pareil, typiquement personne n'en mange, il faut être cohérent. Donc 5,67 mg de zinc pour 100 grammes. Les lentilles avec 5,5 mg pour 100 grammes. Le bœuf haché,
Donc haché, pourquoi? De préférence maigre. Bah oui, de toute façon, pourquoi on dit toujours de préférence maigre pour les micronutriments? Parce que globalement, si vous avez de matière, la matière grasse est relativement inerte en micronutriments. Alors pas toutes évidemment, mais par rapport aux muscles et tout ça, on a quand même plus de. C'est pour ça que dès que vous prenez de la viande maigre, au 100 grammes vous augmentez la teneur en micronutriments quoi. Enfin en micronutriments, oui. En tout cas ceux qu'on va retrouver dans la masse maigre. C'est pour ça qu'on va vous dire de la viande maigre. Donc 4,12 mg pour 100 grammes. Alors je vois pas pourquoi ils disent haché. Moi, j'aurais dit bœuf tout court. Je vois pas parce que quand vous allez chez le boucher, votre bœuf, il vous prend un morceau de barbac, il la passe dans le mixeur, enfin dans la machine pour faire les hachés. C'est la même viande. Hein, il n'y a pas à un moment donné une transformation quelconque. Donc, et puis j'aime bien le côté viande. Déjà, quand vous mangez de la viande pas hachée, vous en mangez moins. Parce que la viande hachée, vous mâchez moins, donc du coup vous engloutissez plus vite, alors que la viande, la brute comme ça, le pavé de steak, globalement il faut mâcher, il faut mastiquer, puis ça entretient bien les muscles au niveau de la mâchoire et tout ça. Mais c'est surtout que vous en mangez moins, parce que je vais pas refaire tout ce que je vous avais raconté la dernière fois, mais plus le temps du repas est long, plus moins vous mangerez parce que la satiété va arriver plus vite. Alors sauf si vous vous gavez, mais si vous mangez normalement et logiquement, quand on mange de la viande rouge, de la viande rouge, un steak comme ça brut, on évite de manger rapidement parce qu'on a tous eu un jour bloqué un petit morceau de viande dans la gorge et ça fait monter la pression. Donc voilà. Et après, il parle d'autres sources de zinc, mais bon, il parle des fruits et tout ça. Mais parmi les végétaux, la liste, en fait, c'est plus bas. Donc voilà. Donc essayez quand même inférieur à 6 mg au 100 grammes. Donc cerfeuil, graines de pavot, cardamone, son de blé, céleri, cacao en poudre, thym, persil, moutarde, céréales, whole bran et basilic. Les céréales whole bran, pour ceux qui sont constipés, alors je recommande pas les céréales, attention à tout point de vue, sauf pour les gens qui sont constipés. Il y a certaines céréales comme les whole bran justement, la teneur en fibres elle est tellement élevée. Alors je pense aux femmes, les hommes ils sont assez peu concernés, enfin moins en tout cas, mais pour les femmes, ce genre de céréales, faites attention, ce sont des bombes atomiques. Si vous êtes constipé, en règle générale, ça fonctionne très bien. Donc voilà, si vous voulez augmenter votre teneur en zinc pour toutes les réactions enzymatiques, alors il y en a plus de 200 des réactions enzymatiques, donc voilà. Alors McDo s'associe à Beyond Meat et lance enfin son burger vegan McPlant. Alors je sais pas s'ils vont l'appeler McPlant réellement, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé sur l'article que j'ai trouvé là. Donc dès le 13 octobre prochain, ce seront près de 250 points de restauration qui proposeront ce nouveau sandwich avec un steak Beyond Meat. Alors c'est une société Beyond Meat qui fabrique des steaks sans viande. Vous savez, pour avoir tout comme une viande sans avoir de viande. Donc du coup, ils répondent à une demande des véganes, j'imagine. Je sais pas quel mouvement leur a imposé ça. Est-ce que c'est les écolos? Est-ce que c'est les véganes? Je sais pas. Mais moi, je me suis dit, on va voir un petit peu, parce qu'on se plaint toujours, McDo, c'est que de la saloperie à l'intérieur. Les gens, on entend ça souvent. Alors que moi, globalement, je réponds une chose. Je dis, vous savez, sur l'intégralité des fast-foods qui existent, je pense que McDo étant le plus dans le viseur, dans le sniper de tout le monde, ils essaient de rester entre les clous, quoi. Par rapport à d'autres petites franchises moins connues, moins dans le viseur. Vous savez, quand vous êtes le premier, alors notamment en France, je pense que McDo est le premier en France. Après, pas aux États-Unis, pas dans d'autres pays, mais le fast-food number one en France, c'est McDo. Burger King arrive, à mon avis, pas très loin. Le Quick également, KFC aussi, mais McDo, ça reste quand même dans l'inconscient collectif quelque chose de fast-food français, McDo, quoi. En France, pas français, mais en France. Et donc du coup, quand vous êtes le premier, tout le monde vous attend au tournant, y compris la concurrence. Ils sont à l'affût de n'importe quel scandale, etc. Donc globalement, moi je préfère, si on me dit dans quel fast-food tu te sens tiré le plus en sécurité sanitaire, je pense que McDo, ils doivent pas trop mal se débrouiller. Après, je suis pas en train de les défendre, je m'en fous, je mange pas McDo. Je mange McDo une fois par an quand je vais en vacances, c'est un petit rituel. On va chercher un petit McDo qu'on mange sur la terrasse ou autre quand on part sur un lieu de vacances, parce que voilà, c'est comme ça. Souvenir de mes premiers cheat meals quand je faisais mes premiers régimes, mais sinon le reste de l'année j'en consomme pas, quoi. Donc je m'en fous de les défendre, en fait, c'est pas mon problème, quoi. Ils ont pas besoin de moi en plus.
Mais donc je me suis intéressé à cette fameuse composition du Beyond Burger là, parce que cette fameuse viande sans viande, plant-based patty ou passy, je sais pas comment on dit, j'ai pas d'accent anglais. Donc j'ai regardé les ingrédients. Donc à l'intérieur, pas du burger complet, pas du hamburger complet de McDo. Là c'est vraiment seulement les ingrédients de cette fameuse viande sans viande. Ok ? Donc c'est de l'eau. Premier ingrédient, c'est de la flotte. Deuxième ingrédient, protéines de pois. Ensuite, de l'huile de colza, de l'huile de noix de coco, de la protéine de riz, arôme, stabilisant, fécule de pommes de terre, donc glucides, extrait de pommes de terre, donc glucides, colorant rouge, betterave, oui, pour avoir la couleur de la viande, maltodextrine, donc du sucre, typiquement, extrait de grenade, du sel, chlorure de potassium, jus de citron concentré, donc là c'est plutôt pour la conservation j'imagine, vinaigre de maïs, poudre de carotte et émulsifiant, lécithine de tournesol. Donc on a un produit quand même avec une liste d'ingrédients longue comme le bras. J'imagine que leur viande elle est pas brute, leur viande à la base, leur steak de bœuf. Mais là tout de même, on se retrouve déjà j'imagine que dans le pain, dans les sauces, dans le fromage, vous avez une liste d'ingrédients longue comme le bras, mais là, vous rajoutez encore ça. Alors, mon constat est, est-ce qu'on a gagné ? Quand vous allez avoir des gens qui vont vous dire, moi, je prends le vegan, le burger vegan et tout, pas besoin de partir en débat avec ces gens-là, on s'en fout, c'est pas le but. Mais observez juste, quand il sortira, rappelez-vous de ce podcast le jour où il sera disponible dans les fast-foods, et regardez le discours des gens par rapport à ce fameux burger. Maintenant que vous avez la connaissance de la composition, regardez un petit peu le discours des gens et je suis prêt à parier que beaucoup de personnes vont se tourner vers celui-là pensant que c'est plus sain, que c'est mieux, etc. Un petit peu comme ceux qui se tournaient vers les salades jusqu'au jour où il y a les valeurs caloriques qui ont été mises en avant et que si vous preniez la salade avec le poulet pané et puis la sauce, finalement c'était une bombe calorique comme un 280 quoi. Donc attendons de voir un petit peu les réactions des gens. C'est toujours intéressant de voir le choix et savoir en fait si le marketing a bien fait son travail ou pas, à savoir s'ils ont réussi parce que le but c'est que encore une fois, c'est que les véganes puissent y aller et manger leurs trucs. Mais là, au niveau, là, je leur dis clairement, il faut oublier le côté santé. On n'est pas du tout dans le côté santé. De toute façon, le fast-food, quand vous passez la porte d'un fast-food, on est d'accord, on parle pas santé. Mais beaucoup de personnes qui ne sont pas vous, qui sont des gens du quotidien, des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent et tout, qui sont conditionnés par des publicités et tout ça, forcément, ce steak-là va leur paraître plus sain. Parce que le mot vegan a été associé à santé, en fait, dans l'inconscient collectif. Vegan égale respect des animaux, égale santé et tout ça. Sauf que la réalité, c'est pas du tout le cas, hein. Respect des animaux, ça reste à démontrer, mais bon, globalement, oui, voilà. Mais après, ça reste à démontrer si ça a fait s'il y a eu des effets positifs ou pas. Mais en tout cas, santé, non. C'est non. Voilà. Donc, et je pense que les vrais véganes, ceux qui sont véganes, mais qui ont en plus une dimension santé, etc., ont des tas de solutions pour manger mieux et tout. Et c'est pas ceux-là qu'on va mettre en avant, quoi. On va mettre en avant les hystériques qui parlent fort, c'est dommage. Parce que je pense qu'il y a des pistes de progression dans tous les domaines. Et les gens qui ont choisi d'être véganes, ils ont certainement aussi choisi les inconvénients, comme tout le monde. En fait, on choisit toujours les inconvénients, les problématiques de la solution qu'on prend. Mais ils auraient certainement un discours plus mesuré, plus nuancé et plus pédagogique, en tout cas pour ceux qui souhaiteraient se tourner vers ce genre de pratique, quoi. Bon, on va passer à la question de l'auditeur qui certainement vous intéresse plus que les actualités qui se passent dans le monde et en France sur la nutrition et l'entraînement. Alors, c'est une question qui va tourner autour des TCA et du régime. Donc, je vous lis la question brute de décoffrage comme ça, avec les fautes, avec tout ce qui... le message, c'est le copier-coller que j'ai récupéré du petit formulaire que je vous propose d'ailleurs dans les notes de l'émission. Vous avez un petit formulaire anonyme, vous posez votre question. Comme ça, je peux voir ce qui vous tracasse. Il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre adresse IP, il n'y a rien du tout, je ne sais pas qui vous êtes, vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez me parler des sujets que vous voulez, c'est le but justement de casser les résistances et les frictions par rapport aux questions. Le but c'est d'avoir les questions les plus brutes possibles. Donc sa question à lui c'est « Salut Théo, je viens vers toi car j'ai une question ou plutôt une problématique assez bizarre. En fait j'ai développé des TCA
donc précisément de la boulimie. Donc je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas la boulimie étant une stratégie en fait on va manger sans faim. Et d'ailleurs, peu importe les aliments, c'est pas forcément des aliments malsains. On peut se gaver, par exemple, de blanc de poulet, on peut se gaver de riz blanc, on peut se gaver de n'importe quoi en fait, sans avoir de satiété. Donc, on n'arrive pas à se raisonner. Mais derrière la boulimie, donc derrière ces phases de suralimentation, il va y avoir une stratégie de compensation qui va être, par exemple, la prise de laxatifs, la prise de vomitifs ou de se faire vomir tout simplement. L'excès de sport, l'excès de jeûne, etc. pour compenser la boulimie, la crise alimentaire, l'excès alimentaire. Donc ça, c'est la boulimie à ne pas confondre avec l'hyperphagie, qui est la même chose, mais sans les stratégies de compensation derrière. Donc c'est pour ça que les gens hyperphagiques grossissent très vite, alors que les personnes boulimiques peuvent maintenir plus ou moins leur poids. Donc voilà, donc en fait, j'ai développé des TCA, donc de la boulimie, car je me sentais mal dans mon corps. J'ai commencé un régime. Alors, quand on est mal je me sentais mal dans mon corps. En général, la boulimie, c'est parce que la personne, elle sent mal, donc elle se prive, donc elle crée, elle gonfle son désir pour les aliments malsains et tout ça. En fait, elle fait grimper. Elle rend l'interdit devient ingérable, donc ce qu'elle s'interdit devient ingérable, et vous savez qu'on a toujours beaucoup de désir pour l'interdit, et une personne boulimique, globalement, c'est tous les interdits qu'elle s'est mise, cette personne-là, au niveau alimentaire, à un moment donné, le niveau de désir est trop élevé, elle va aller manger et elle n'arrivera pas à se raisonner. Donc j'ai commencé un régime avec un régime plus du sport, mais comme je n'aime jamais mon corps, je continue à faire de la boulimie. En fait, ma boulimie est due à mon mal-être physique. Donc ça fait 2 fois, donc ça doit vraiment te préoccuper. Ça fait 2 fois que tu répètes la même chose. Mais vu que je sais qu'au fond de moi, je me sentirais mieux si je perds du poids, eh bien logiquement, je ne ferai plus de boulimie. Mais pour perdre du poids, il faut tenir le régime et respecter un déficit calorique. Donc, dois-je donc quand même faire un régime, même si j'ai ces TCA? Je suis tombé dans un cercle vicieux, malheureusement. Bien à toi, j'espère que ma question sera comprise. Ciao. Bien sûr qu'elle est comprise, ta question. Sauf que, en fait, ta problématique, c'est que toi, tu me dis, ton déficit calorique, en fait, tu le crées en intégrant ta boulimie dedans. Donc, globalement, tu fais une crise de boulimie où tu vas manger entre 1000 et 2000, voire 3000 calories en une seule prise parce que tu n'arriveras pas à te raisonner. Donc, du coup, tu vas essayer d'avoir ton déficit calories le lendemain en prenant en compte que tu vas avoir des excès alimentaires peut-être le soir ou à un autre moment de la journée à cause d'une crise. Donc, du coup, tu te retrouves à manger très peu le reste de la journée. Eh oui, parce que si on veut être en hypocalorie sans solutionner le TCA, qui est la boulimie, forcément, la personne va plus rien manger le reste du temps. Sauf que ça entretient le cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que, globalement, ton corps, il a besoin d'énergie. Donc, il a besoin de consommer des aliments. Ceux qui te disent que tu peux te nourrir d'oxygène à un moment donné, tu as besoin de manger pour tenir. Donc ça, c'est la première chose, d'énergie pour maintenir une glycémie stable, etc. Donc, les gens qui jeûnent, ils jeûnent, mais à un moment donné, ils rechargent les batteries. Ils remangent au bout de 24, 36 heures pour les jeûnes un peu longs, là, comme ça, voire très longs. Il y a toujours un moment où on rompt le jeûne, hein, donc on va refaire un peu son stock. Mais globalement, pour un mode de vie normal, donc tu vas manger, tu vas récupérer de l'énergie à chaque repas, de la bonne qualité et dans la bonne distribution, si je peux dire comme ça, avec la bonne fréquence, si tu choisis un mode de vie sain avec des bons aliments. Et également, tu fournis à ton corps ce qu'on appelle les micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc., qui vont participer à tout un tas de process au sein de l'organisme qui sont assez peu mesurables, comme ça. C'est pas comme, tu vois, une hypoglycémie où c'est assez facilement détectable chez tout le monde. Une carence en vitamine C, c'est compliqué. Une carence minime en vitamine C, c'est assez compliqué à détecter comme ça, en une sensation, en un scan corporel au niveau de ces sensations. Donc, le corps est relativement bien fait pour manifester des besoins, que ce soit en termes de micronutriments ou en termes de calories, d'énergie. Il va te faire avoir faim, tout simplement. Donc, déclencher ta faim. Quand tu te restreins toute la journée, tu vas créer non seulement un désir assez élevé pour manger, donc t'as envie il faut pas oublier une chose, c'est que
manger est un profond antidépresseur anxiolytique. Quand une personne a pas le moral et tout ça, donnez-lui un repas riche en calories, riche en sucre, riche en graisse, riche en sel. Cette personne-là, je vous dis pas qu'elle va sortir de sa problématique, mais ça va lui donner un petit peu de plaisir. C'est normal puisque ça agit sur le circuit de la récompense. Ça permet d'avoir un petit peu plus de sérotonine sur le moment, etc. Donc on se sent mieux. Et de dopamine également. Mais globalement, manger, ça fait se sentir bien. Donc déjà, si tu te prives de manger ou si tu manges ce que t'aimes pas durant la journée ou si tu te restreins trop, tu vas faire monter ce désir-là. En plus de ça, tu vas faire monter les besoins énergétiques puisque tu manges pas ou pas suffisamment. Et en plus de ça, tu vas faire monter tes déficits en micronutriments. Donc ton corps, qu'est-ce qui peut t'envoyer comme autre message que la faim pour que tu viennes combler ces manques? Et la problématique, je le répéterai jamais assez, mais la problématique, c'est que beaucoup de personnes qui souffrent de TCA se privent à des moments où ils arrivent à tenir. C'est-à-dire, typiquement, le petit déjeuner, le repas du midi, parce qu'en fait, il y a des contraintes de temps. Le petit déjeuner, il faut qu'ils aillent bosser après ou s'occuper des gosses, donc c'est plus facile. Ils ont pas que ça à penser, donc c'est plus facile de l'éviter. Le midi, c'est plus facile de manger hyper léger, ou de sauter aussi le repas parce que globalement ils finissent à midi, ils reprennent à 13h, donc ils ont qu'une fenêtre de temps assez courte, donc finalement c'est juste ils ont moins d'opportunités, etc., de craquer, donc après ils sont assis au bureau ou en déplacement et tout ça, donc globalement ils ont assez de facilité à résister, mais d'un coup on va les lâcher chez eux, donc à la fin du travail, où ils ont le luxe de pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur temps. Donc, quand je dis le luxe, c'est il y a pas de patron derrière, hein. Donc, ils vont s'occuper de leurs enfants, discuter avec leurs compagnons, leurs compagnes, ou s'ils sont seuls, se mettre un film ou peu importe, faire leur sport. Ils vont avoir des occupations X ou Y. Mais il y a quelque chose qu'on oublie aussi, c'est qu'à ce moment-là, les gens sont à l'abri des regards. Et à l'abri des regards, en fait, la part d'ombre du moment va se révéler. Et globalement, ces gens-là vont se mettre à... Vous savez, quand on est à l'abri des regards, on peut avoir honte de soi-même, mais on n'a pas le jugement des autres en direct. Et vous savez, c'est pour ça que beaucoup de personnes obèses, vous les regardez au restaurant, ils prennent une salade, un petit plat léger. Et en fait, souvent, il y en a qui se disent, il essaye de faire attention, c'est bien. Non, c'est pas qu'il essaye de faire attention. C'est soit qui veut montrer, regarde, je mange salade. Alors ça, c'est pour ceux qui sont pas encore en accord avec eux-mêmes. Il dit, regarde, je prends une salade et pourtant je suis quand même obèse. Donc c'est pas de ma faute, c'est génétique. Mais la deuxième chose, c'est aussi que ça peut être des gens qui ont honte et qui veulent montrer que, ils veulent pas, ils savent qu'ils sont en surpoids, ils savent qu'ils sont déjà jugés, ils ont pas en plus envie que les gens se disent, regarde, tu es en surpoids, mais ça a pas l'air de le déranger. Regarde ce qui s'envoie, quoi. Moi, ça me fait toujours de la peine, ça. Dans des moments de plaisir comme ça, les restaurants, de manger une gaufre au bord de la plage et tout ça, j'ai toujours un petit peu d'empathie et de peine, et parce que je vois bien que ces personnes en surpoids, certains, pas tous, mais ils ont plutôt tendance un peu à se cacher, à être mal à l'aise. Tandis que, regardez, une nana qui a la ligne et tout ça, elle va prendre une super glace et tout, que celle qui grossit pas en mangeant, par exemple, ou le bonhomme, mais c'est quand même un truc féminin, hein. Le regard des autres et tout, les mecs ont moins ce truc-là, enfin, même si aujourd'hui on l'a aussi, mais quand même moins. Et moi, ça me fait toujours de la peine de voir, comme les personnes en surpoids ont cette résistance, comme s'ils n'avaient pas le droit de manger une glace, alors qu'ils ont bien le droit de prendre du plaisir comme tout le monde. La problématique, c'est quand ils sont chez eux, en fait, ces gens-là. C'est quand ils sont à l'abri des regards. Et toutes les personnes obèses qui m'entendent et qui ont été en surpoids le savent. La problématique, c'est qu'ils aiment trop les aliments qui font grossir et pas assez ceux qui font mincir ou qui permettent de garder la ligne, et qui savent très bien que quand ils sont chez eux, ils ont assez peu de volonté, ils sont à l'abri des regards, ils se vengent. Bref. Donc, pour répondre à ta question, cher auditeur, évidemment que tu peux faire un régime, mais il va falloir que tu te mettes à aimer les bons aliments, et surtout que tu casses ce cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, faut pas le casser par la crise de boulimie, en fait. Beaucoup de personnes se disent, il faut pas que je fasse une crise ce soir, faut pas que j'en fasse une. Et en fait, ils s'attardent que là-dessus et ils se mettent une pression pas possible. Moi, je te dirais, même ce soir, si t'en fais une de crise de boulimie, ce que tu vas faire, c'est que demain matin, tu vas prendre le petit déjeuner le plus copieux de ta vie. Mais sain.
C'est-à-dire que tu vas te faire un petit déjeuner à l'américaine ou à l'anglaise, là, mais bon, ça, hein, pas le truc avec des chocopops, hein, je te parle vraiment. Tu te fais un avocado toast, par exemple, avec une tomate, un demi-avocat, des œufs brouillés. Si t'aimes ça, mets un petit peu de bacon grillé maigre, là, que tu peux trouver maintenant un peu partout. Mais fais-toi un truc copieux. Un truc où tu pars bosser, t'as le bon repas, quoi. Limite, lève-toi 1 heure avant, demain matin, 1 heure plus tôt pour te préparer ça. Fais-toi un festin, un petit déjeuner de roi, quoi, comme on dit. Et le midi, c'est pareil. Si tu manges ta gamelle que tu transportes avec toi, ou si tu vas au self de ton entreprise, mange sainement, ou à la cantine ou quoi, mange sainement, donc tu prends beaucoup de légumes, mais fais-toi une bonne assiette, beaucoup de légumes, une viande ou un poisson ou des œufs, je sais pas ce qu'il y a comme source de protéines, et puis une petite source, en règle générale, il y a du riz complet ou du riz blanc, ou une source de glucides assez saine, évite de manger des tonnes de pain, des choses comme ça, prends pas de pain et tout, essaye d'être cohérent quand même par rapport à le fait de manger sainement. Mais fais-toi un repas relativement correct, où tu te remplis un peu, quoi. Et déjà, au moins, le soir, tu es sûr de ne pas arriver avec des carences, entre guillemets, une dette énergétique plus des micro-carences, quoi. Et là, tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour toi de résister à la tentation. Et le soir, tu te fais ton petit repas. Alors moi, ce que je recommande aux gens qui font des crises, par exemple vers 10h le soir ou 11h, d'essayer de retarder un petit peu votre repas, votre dîner. Parce que si vous dînez habituellement à 19h, 19h30, et que vous vous couchez que vers 23h30, minuit, parce que vous avez un rythme de vie qui est foutu comme ça, et vous avez toute une fenêtre entre la fin de votre repas qui sera vers 20h et le moment où vous vous couchez, où la faim aura tendance à peut-être se remanifester. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, là c'est le petit détail de fin de podcast, mettez votre repas plutôt vers 21h, 21h30. S'il est sain, ça sera moins grave de manger tardivement un repas comme ça que de le manger très tôt et juste avant de vous coucher, de vous faire une orgie alimentaire et de finir après en train de dégueuler dans les chiottes ou peu importe quoi. Donc voilà, ça peut être juste déjà, et c'est ça. Demain matin, peu importe si ce soir tu fais une crise ou quoi de boulimie, demain matin, même si t'as pas faim, mange, et parce qu'en fait on casse le cercle par les habitudes les plus simples qui sont ailleurs, qui demandent le moins de résistance, c'est-à-dire les autres. Mais toi, ton état mental le lendemain d'une crise, t'es dans un état où j'ai tellement mangé hier soir que je peux pas manger, j'ai la nausée ce matin, quoi. Mais non, il faut casser. C'est un petit peu comme les gens qui ont des problèmes à s'endormir tôt. Je leur dis, mais te mets pas au lit tôt, c'est à rien. Mets-toi au lit comme d'habitude. Donc, si tu te couches par exemple à minuit et t'aimerais te coucher à 10h30 ou 11h maximum, ce soir continue à te coucher à minuit, voire minuit et demi, c'est pas grave. Par contre, demain, mets le réveil à 6h. Et ne fais pas de sieste dans la journée, même si tu en as l'opportunité. Tu verras que demain soir, quand tu iras te coucher, en t'étant levé à 6h, en ayant passé une journée complète, la fatigue va bien t'écraser. Donc là, tu auras peu de difficultés à t'endormir tôt. En fait, il faut toujours travailler sur les gens se concentrent toujours sur leurs problèmes, et quand on se concentre sur un problème, quand on n'a pas la volonté et pas l'énergie, on n'arrive jamais à le solutionner. C'est pour ça que je vous dis toujours la même chose. Mon travail, tout l'espace VIP, donc pour les VIP le savent, mon gros travail est axé sur le style de vie. Alors évidemment, il y a des programmes d'entraînement, évidemment, il y a des programmes de nutrition, il y a tout ça, mais c'est sur le style de vie qu'il faut travailler. Et mon travail depuis plus d'une dizaine d'années, c'est d'identifier tous les signaux du style de vie, de les comprendre pour justement donner des solutions aux gens qui ont des grosses problématiques liées au fitness et tout ça, pour avoir des abdos, des machins, par rapport à leurs problématiques, d'essayer de leur donner des pistes de réflexion. Ça ne leur enlève pas de suivre un traitement avec un psy, avec un médecin, peu importe selon leur pathologie, mais ces gens-là ont également une dimension que tout le monde oublie, qui est le style de vie. Que foutez-vous de vos journées ? On est quand même réveillé entre 6h du matin, moi c'est ça globalement, entre 6h du matin jusqu'à 22h30, 23h. Globalement, à l'intérieur de ça, il n'y a qu'une séance de muscu de 45 minutes, 1 heure. Le reste du temps, vous faites quoi de votre journée, de votre style de vie ? Et quand on comprend l'intégralité du style de vie, de tous les axes, de toutes les opportunités de perdre du gras ou d'en prendre justement, on arrive à construire Enfin, moi, j'ai des tas de concepts dans l'espace VIP et des trucs concrets, hein, justement, pour avancer. Et voilà, ce genre de choses là sur les TCA, c'est un petit aperçu, mais sachez que voilà quoi, n'attaquez pas un problème de front comme ça, en pleine face, vous n'avez pas l'énergie, et souvent en fait, le fait de travailler sur le style de vie autour, ça vous permet de vous armer et d'arriver beaucoup plus armé face à la problématique. C'est-à-dire que ce soir, face à ta crise de boulimie,
Tu seras plus un petit enfant face à un monstre énorme, tu seras un adulte qui est bien armé face à un monstre, mais qui aura une force équivalente à la tienne. Donc, il sera toujours peut-être un peu terrifiant, mais si tu fais un pas en avant, il va se demander ce qui se passe, quoi. Parce que justement aujourd'hui tu peux répondre. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est justement aider à gagner un petit peu en force de ce côté-là, et vous pourrez jamais le faire en affrontant trop brutalement quelque chose qui vous crée des problèmes. Donc oui, tu peux faire un régime en ayant des TCA, mais en fait il faut faire les choses correctement comme je viens de le dire, et pas un régime dire voilà, j'ai été sur un site, il y a un régime, je suis ce régime. Non, il faut l'adapter par rapport à ce que toi tu fais, et je sais pas, peut-être que enfin voilà, peu importe, j'en sais rien, je sais pas, je connais pas ta vie après, mais globalement c'est comme ça que moi je fonctionnerais si j'avais des problématiques comme les tiennes. Voilà. Donc je m'arrête ici. Rejoignez les VIP, vous ne perdrez pas votre argent. Honnêtement, c'est le même prix que Netflix, moins cher que Netflix d'ailleurs. Et c'est le Netflix version fitness. Hein. Vous avez des programmes pour tous les soirs. Hein. Si vous êtes passionné, vous en avez marre de ce qui passe à la télé, ou vous aimez bien meubler vos temps de trajet avec du contenu, moi ce que j'adore, c'est transformer des temps de trajet en cours, en conférences et tout ça. Et là, l'espace VIP, pour les gens qui m'écoutent, là, si vous vous demandez comment vous pourriez vous en servir, dans les transports. Quel que soit le temps de transport que vous avez, vous lancez une formation, vous l'écoutez en plusieurs fois, et vos temps de transport sont tous rentabilisés. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, vous aurez peut-être écouté 2 ou 3 formations selon les temps de transport que vous avez, et à la fin de la semaine, vous allez finir, vous aurez plus de connaissances. Et je vous garantis que le niveau de connaissance moyen dans le fitness est relativement bas. Les gens savent plus ou moins comment s'entraîner et comment manger, mais ils s'arrêtent là, quoi. Ils vont pas plus loin. Alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses. C'est pas pour rien que depuis 2014-2015, depuis l'ouverture de l'espace VIP, il y a une formation par semaine. Donc, c'est-à-dire un cours, en fait, par semaine. Et il y a 52 semaines par an. Hein. Donc, imaginez le nombre de cours qu'il y a sur divers sujets, sommeil et tout ça. Donc, voilà. C'était un petit aperçu, parce que je sais que beaucoup écoutent le podcast et ils se demandent si oui ou non. Et en général, au bout d'un an, les gens deviennent VIP, hein, je vous le dis. Mais les premiers qui débarquent, ils savent pas trop ce que c'est et tout ça. Voilà. C'est un approfondissement de tout. Les sujets liés au mode de vie fitness, au style de vie fitness, et très largement. Voilà. Donc, allez faire un tour, allez voir dans les notes de l'émission, vous avez tout ça, et sinon, les autres, on se retrouve, pour cette formation sur le HIIT, là, que vous avez peut-être déjà regardé, sinon vous allez regarder dans la semaine, et pour les autres podcasts, si vous avez du retard, allez regarder dans la liste. Allez, à plus, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.